Donc, permettez-moi, avant de faire la présentation, de remercier les organisateurs de la journée pour travers un cas clinique qui, donc, je suis sûre, vous interpellera, et puis je vous inviterai bien sûr à discuter avec moi et à interagir avec moi. Alors, je n'ai pas l'habitude des... Alors, venez à mon secours pour la souris. Alors, suivant. Voilà. En guise d'introduction, donc je ne vous apprends rien en vous disant que c'est une pathologie qui est fréquente. C'est l'hypothyroïdie, une affection fréquente dans le monde, mais aussi en particulier dans notre population. Et chez l'enfant, donc elle est fréquente, elle emprunte des formes très hétérogènes qu'il faudra connaître, et elle a une expression clinique très variable. Alors sur le plan étiologique, là c'est vraiment des rappels pour planter le décor. C'est dire qu'on a en fait dans l'hypothyroïdie de l'enfant, particulièrement dans cette forme clinique, ce qu'on appelle les formes congénitales, rappelez-vous quand vous avez fait votre cursus, et des formes acquises. Et puis selon donc, le type d'atteinte, donc selon le type... Oh là là. Alors selon le type d'atteinte, comment je reviens s'il vous plaît en arrière? Je vais avoir... alors, précédent. Oui. Alors. Ah, ok. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le souris, c'est pour ça. Alors, on revient donc au rappel étiologique pour vous dire qu'il existe des formes congénitales et acquises. Et puis, comme vous voyez donc sur ce tableau-là, cette plaque-là, selon la zone de l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien atteint, vous allez avoir soit une atteinte primitive, parce qu'en fait, c'est la cause la plus fréquente, donc une atteinte thyroïdienne. On dira que c'est une hypothyroïdie donc primaire, ou bien une atteinte au niveau de l'hypophyse, donc au-dessus, et ça sera donc une atteinte soit hypophysaire, donc la glande qui est au-dessus de la thyroïde, soit au-dessus donc, de la glande hypophysaire, c'est l'atteinte hypothalamique, puisque on peut avoir une hypothyroïdie d'origine hypophysaire ou d'origine hypothalamique. Et puis aussi, il faut avoir en tête donc, la notion qu'il existe ce qu'on appelle les hypothyroïdies périphériques, liées non pas à une atteinte thyroïdienne, non pas à une atteinte donc, centrale, mais au niveau des cellules cibles. De quelle façon? Les cellules cibles de l'organisme, parce que vous savez que les hormones thyroïdiennes ont une action ubiquitaire, ils interviennent dans tous les processus physiologiques de l'organisme. Et donc, toutes les cellules ont des récepteurs aux hormones thyroïdiennes. Et donc, l'atteinte périphérique, c'est soit donc, une atteinte des récepteurs, ou bien ce qu'on appelle les transporteurs donc, des hormones thyroïdiennes à l'intérieur de la cellule. Et selon la durée, donc vous voyez, donc, il y a donc, une répartition en fonction du siège lésionnel, mais aussi donc, en fonction de l'atteinte du caractère évolutif. Parce que si le plus souvent il existe des hypothyroïdies définitives, auquel cas donc, il faut donner un traitement à vie, il existe les formes transitoires qu'il faudra donc répertorier. Pourquoi? Parce que ça donne, merci beaucoup, c'est mieux comme ça. Alors, ça permet donc de donner... L'hypothyroïdie congénitale, donc dans l'hypothyroïdie congénitale, c'est la cause primaire, donc congénitale, la plus fréquente. Hein, c'est soit une anomalie, donc ça survient très tôt au cours de la vie de l'enfant, c'est-à-dire à la naissance pratiquement, au cours de la petite enfance, ça va se manifester. C'est dû soit à une anomalie du développement de la glande thyroïde, et donc c'est un développement donc, de cette glande thyroïde qui s'appelle donc une dysgénésie, ou bien un trouble de l'hormonosynthèse. Rappelez-vous, pour qu'il y ait donc synthèse des hormones thyroïdiennes, il faut qu'il y ait un passage par plusieurs phases. Vous vous rappelez? Donc c'est toutes les phases donc, qui permettent donc, la synthèse des hormones thyroïdiennes. Ou bien, donc, vous allez avoir donc, aussi une hypothyroïdie congénitale, non pas d'origine thyroïdienne, mais plutôt centrale. Et c'est beaucoup plus rare. La cause donc, congénitale primitive et donc, congénitale primaire donc, est la plus fréquente. En effet, dans l'hypothyroïdie congénitale primaire, donc, on a une prévalence, donc, elle n'est pas aussi rare que ça. Vous voyez, donc, ça survient, donc sa prévalence est de 1 sur 4000
naissance. Elle est due à une dysgénésie, on l'a dit, donc, de la thyroïde. Et vous voyez, donc, les études les plus robustes montrent que finalement, donc, la dysgénésie tient la part la plus importante, 85% des cas, alors que les troubles de l'hormonosynthèse viennent donc en second lieu, c'est-à-dire dans 15% des cas. Donc, devant une hypothyroïdie congénitale primaire, il faut rechercher d'abord la dysgénésie thyroïdienne, et lorsqu'on ne la trouve pas, donc on cherchera donc la deuxième étiologie. Alors, la dysgénésie thyroïdienne, elle est fréquente, donc elle est sporadique en général, mais on a des formes familiales, 2 à 5% des formes familiales, c'est-à-dire que l'anomalie va se retrouver dans d'autres cas dans la famille, même au sein de la même fratrie. Le plus souvent, et c'est ça donc l'intérêt de cette étiologie, c'est qu'elle est sous-tendue par des facteurs génétiques. Donc il y a des mutations et il faut savoir que ces mutations n'ont été individualisées qu'au cours de cette dernière décennie. Donc c'est des marqueurs, donc c'est des facteurs de transcription qui interviennent dans le développement de la glande thyroïde. Alors, souvent, cette dysgénésie thyroïdienne rentre dans le cadre de syndrome. Qu'est-ce que ça veut dire syndrome? Ça veut dire qu'il y aura association d'autres pathologies. Et donc, quand il y a une dysgénésie, on va chercher ces étiologies. Bon, il y a plusieurs syndromes, entre autres, et l'association, nous, en endocrino, que nous retrouvons donc de façon fréquente, c'est des hypoplasies, aussi au niveau de la glande hypophysaire. Et donc, on aura une double action, à la fois de la glande hypophysaire avec ses déficits congénitaux, donc une insuffisance anti-hypophysaire, et aussi donc l'hypothyroïdie, toujours due à ces anomalies moléculaires. Alors, la particularité, vous comprenez que s'il y a donc une atteinte d'origine génétique, c'est que c'est une affection en général, donc elle est permanente. Elle est donc représentée essentiellement par des anomalies qui peuvent être une athyriose. Athyriose, ça veut dire qu'il n'existe pas de glande thyroïde, et c'est les formes les plus sévères. Elles s'expriment in utero. Pourquoi? Parce que les hormones thyroïdiennes déjà interviennent in utero dans la formation, le développement fœtal, dans la maturation osseuse fœtale, et donc lorsqu'il y a une absence d'hormones thyroïdiennes qui commence à s'exprimer à partir de la 12e semaine de vie, in utero, vous allez avoir donc un retentissement. Ça va commencer par un retard très important de la maturation osseuse. Ça va donner un retard staturopondéral, un RCU, donc un retard de croissance intra-utérale. Mais ce qui est plus grave, c'est que ça va retentir sur le développement neurologique, puisque le développement neurologique va commencer in utero et va se terminer dans les 2 années en postnatal. Donc si vous passez à côté d'une hypothyroïdie congénitale, vous allez greffer le pronostic fonctionnel, et c'est l'arriération mentale qui va avoir pour résultat cet enfant. Heureusement donc la thyréose est rare. Sinon, c'est l'hypoplasie, c'est-à-dire une glande qui n'est pas bien développée, l'ectopie thyroïdienne, dont on va présenter le cas, et le lobe unique. Dans tous les cas, c'est un tableau qui est gravissime, qui se présente sous forme d'un tableau d'hypothyroïdie profonde. Alors, les anomalies moléculaires intervenant dans la maturation de la thyroïde, c'est-à-dire la différenciation des cellules embryonnaires, la prolifération et la maturation de la thyroïde, c'est ces principaux anomalies, ces principaux facteurs de transcription moléculaire. Et lorsqu'il y a une anomalie, que ce soit une mutation ou autre anomalie, ça va retentir sur le développement thyroïdien. Alors, deuxième étiologie l'autre étiologie de l'hypothyroïdie primaire congénitale, c'est les troubles de l'hormonosynthèse. On a dit qu'elle survenait beaucoup plus rarement, rappelez-vous, dans 15% des cas. Dans ces cas, il y a une thyroïde en place, mais soit elle est de volume normal, soit elle est hypertrophiée. Donc c'est une thyroïde qui est en place. La particularité de ce trouble de l'hormonosynthèse, c'est que contrairement aux formes d'athyriose, aux formes d'ectopie sévère, elle peut emprunter un caractère évolutif qui est assez variable, qui peut être va donner soit une hypothyroïdie complète, soit une hypothyroïdie subclinique,
soit une hypothyroïdie transitoire. Donc c'est des tableaux donc, cliniques variables et je vous ai mis en encadré donc, la proportion des différentes entités. Alors là aussi, c'est des anomalies moléculaires et tout ça, donc ça a été donc, répertorié tout récemment. Vous voyez, donc la publication remonte à 2018. C'est tout récemment qu'on a compris pourquoi on avait donc ce trouble de l'hormonosynthèse, qu'il s'agisse d'anomalies moléculaires donc, qui va donc, régler donc, la sécrétion de la thyroglobuline, vous voyez tout à fait en haut, qui, rappelez-vous, donc, permet d'accrocher les hormones thyroïdiennes au niveau de la colloïde, au sein de la thyroïde, ou bien donc, le deuxième cas, donc, le gène qui donc, règle donc, l'enzyme, donc la peroxydase qui donc, règle l'organification de l'iode, ou bien encore donc, le gène qui donc, va régler la synthèse donc, du récepteur au niveau de la thyroïde, ou encore du transporteur. Donc vous voyez, tous ces mécanismes vont interférer et vont empêcher une synthèse correcte d'hormones thyroïdiens, ce qui a pour aboutissement une hypothyroïdie qui sera en fonction du degré d'atteinte génétique, soit un déficit complet, soit un déficit partiel. C'est pour ça qu'on a des tableaux cliniques variables. Alors, les hypothyroïdies congénitales d'origine centrale, donc c'est l'autre entité, donc on n'est plus au niveau de la thyroïde, mais au niveau de l'hypophyse. C'est aussi des anomalies moléculaires. On a des hypothyroïdies congénitales isolées, donc d'origine centrale. Et quand on a une hypothyroïdie congénitale isolée, donc il faut penser justement à ce caractère génétique. Vous voyez, donc c'est aussi des facteurs de transcription qui interviennent dans la maturation, la différenciation des cellules thyréotropes au sein de la glande hypophysaire. Alors, l'hypothyroïdie périphérique, on l'a dit, c'est un défaut soit de récepteur aux hormones thyroïdiennes. Donc, quand je dis hormones thyroïdiennes, c'est la T3. Vous savez que c'est la T3 qui agit au niveau des cellules périphériques. On a la synthèse de T4 et de T3 au niveau de la thyroïde. Mais pour que les hormones thyroïdiennes agissent, il faut qu'elles subissent une désiodation donc au niveau hépatique essentiellement. Elles vont donner au niveau tissulaire, au niveau des cellules cibles, elles vont donner la T3 et c'est la T3 qui va agir. Donc, la résistance, elle est due à des mutations du récepteur de la T3 ou encore du transporteur de la T3, essentiellement le MC-T8. Nous avons aussi, et il faut le savoir, donc vous êtes amenés donc, à prendre en charge, à avoir donc, des nouveau-nés, probablement, et on peut donc être amené donc, à retrouver chez eux une hypothyroïdie congénitale. Sachez qu'il existe des hypothyroïdies congénitales transitoires. Ça peut être dû à une surcharge iodée, donc qui va empêcher et bloquer l'organification de l'iode. C'est ce qu'on appelle le phénomène de saturation de la thyroïde à l'iode. Ça peut être dû à une carence iodée. Et combien d'enfants ont été atteints dans les zones de carence iodée sévère dans notre pays? Heureusement que les campagnes de iodation de sel en 90 ont permis justement de faire disparaître ces tableaux catastrophiques, parce que derrière cette carence iodée, derrière cette hypothyroïdie, c'est les arriérations mentales qui a eu comme conséquence. Et puis, donc, on peut aussi avoir le passage transplacentaire d'anticorps bloquants d'origine maternelle qui vont interférer avec la synthèse d'hormones thyroïdiennes. Donc le bébé, il naîtra pour peu que la maman lui transmette à travers le placenta des anticorps bloquants. Ça va entraîner une hypothyroïdie. Vous savez que ces anticorps vont s'éliminer au bout de 3 mois et donc il va y avoir donc hypothyroïdie pendant 3 mois en moyenne, puis disparition et retour à la normale. La thyroïde va être relancée chez le nouveau-né. Donc, il faut connaître ces étiologies, car ça nécessitera à ce moment-là une dégression des doses, parce que vous les aurez mis sous traitement. Vous verrez que ces patients, ces petits enfants vont montrer des signes de surdosage. C'est comme ça qu'on va arriver à dire que c'est transitoire. Vous serez amené à diminuer les doses, puis arrêter. Et puis après l'arrêt, bien sûr l'arrêt ne se fera jamais avant 4 ans, même si vous pensez, sauf dans les tableaux donc, très spécifiques, il y aura retour donc, à la normalité par rapport à la fonction thyroïdienne. Donc un autre cas aussi donc, à préciser, dans la trisomie 21, souvent il y a des hypothyroïdies associées. Dans certains cas, on peut avoir des hypothyroïdies transitoires. On n'arrive pas à comprendre le mécanisme, ce n'est pas connu à ce jour.
Alors, enfin, donc les hypothyroïdies acquises, qui sont de loin les plus importantes, heureusement. Alors, qu'est-ce que c'est que ces hypothyroïdies primaires acquises? C'est des thyroïdites auto-immunes, le plus souvent, parce que c'est la cause la plus fréquente, mais on a aussi les causes iatrogènes. Alors, la cause, c'est la cause la plus fréquente. Ça survient surtout au cours de l'adolescence, avec donc une moyenne d'âge entre 10 et 14 ans. C'est pour ça un adolescent qui commence à avoir une tuméfaction de la thyroïde, tout de suite penser à la thyroïdite auto-immune. Rarement avant l'âge de 5 ans, je dirais. Ici, donc, l'auteur avait dit 3 ans, mais c'est 5 ans, parce qu'au-dessous de 5 ans, c'est plutôt les causes que j'ai rapportées, c'est-à-dire les troubles de la morphogénèse et les troubles de l'hormonosynthèse. Au-delà de 5 ans, c'est les causes auto-immunes. Il est exceptionnel, pour ne pas dire quasiment impossible, d'avoir une thyroïdite auto-immune avant l'âge de 5 ans. Elle est beaucoup plus fréquente chez les filles, dans la trisomie 21 et dans le syndrome de Turner, mais aussi dans les maladies auto-immunes, dans le diabète de type 1 et la maladie cœliaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout patient présentant ces pathologies, vous devez chercher chez eux la thyroïdite, voilà, auto-immune, doser la TSH, la FT4, mais aussi les anticorps systématiquement, parce que l'association elle est fréquente, elle est plus de 25%. Donc pensez donc à les rechercher. La thyroïdite auto-immune, elle aussi, donc elle survient, comme je disais, donc avec une proportion très élevée. Vous voyez, dans les pathologies auto-immunes associées, donc ce que j'ai encadré, vous avez les dysthyroïdies auto-immunes, donc j'ai encadré la dysthyroïdie auto-immune de façon générale, qu'elle soit hyper, hypo ou subclinique. Et puis, dans les associations avec les anomalies chromosomiques, je parle du syndrome de Turner, de la trisomie 21, parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent, il y a d'autres aberrations chromosomiques. Il faut penser donc à rechercher la thyroïdite auto-immune, parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas les traiter, et qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence? C'est le retentissement neurologique, et vous allez encore aggraver le pronostic, tout à fait. Ça va encore aggraver, parce que les aberrations chromosomiques entraînent déjà donc, un certain retard mental, et si vous ne faites pas les choses comme il se doit, vous allez encore assombrir le pronostic chez les enfants. Tout à fait. C'est vraiment un effet synergique. Alors, l'hypothyroïdie post-radique, c'est aussi donc, important donc, à reconnaître. Pourquoi? Parce que malheureusement, on est confronté à des enfants qui ont des hémopathies malignes, qui ont des tumeurs intracrâniennes, qu'elles soient malignes ou bénignes, qui nécessitent une radiothérapie. Et la radiothérapie, pour peu qu'elle dépasse 20 degrés, au niveau de la tête, au niveau du cou, ça va entraîner une hypothyroïdie. Et donc, les recommandations indiquent de chercher cette hypothyroïdie annuellement. Et puis, tous les 2 ans, donc au moins après la radiothérapie, effectuer une échographie cervicale. Et puis, si vous ne trouvez rien, tous les 2 ans, vous devez répéter les échographies. Malheureusement, bon, je dis que cette année, ça commence à se faire. Il n'y a pas de coordination entre les différentes spécialités. Et quand les patients donc, reçoivent une radiothérapie, ils ne sont pas orientés en endocrinologie pour le suivi en parallèle. Il y a le retentissement sur la thyroïde, il y a le retentissement sur la croissance et bien d'autres atteintes hypophysaires. Donc le risque, c'est l'hypothyroïdie, donc il faut guetter son apparition chaque année, mais le risque aussi, c'est la nodularisation thyroïdienne et le risque de cancer de la thyroïde, surtout les cancers différenciés de la thyroïde. L'association donc, a été vue donc, de façon fréquente. Autre cause d'hypothyroïdie acquise, la cystinose et la thalassémie, l'insuffisance rénale. Certains traitements, donc il faut le savoir, c'est aussi valable pour l'adulte, comme l'amiodarone, le lithium en psychiatrie, l'interféron donc en gastro pour certaines pathologies, les antiépileptiques ou les inhibiteurs de la tyrosine kinase, qui est la thérapie ciblée qu'on donne en oncologie. Tout ça, ça entraîne donc une interférence avec la sécrétion d'hormones thyroïdiennes et ça entraîne une hypothyroïdie. Et nous avons les thyroïdites virales, notamment la thyroïdite de De Kervin, et donc la Covid, donc, qui a fait donc, exploser les chiffres d'hypothyroïdie après son installation. On pourra y revenir après. Alors, les hypothyroïdies centrales acquises, c'est quoi? C'est les lésions hypophysaires tumorales ou hypothalamiques.
elles sont dominées par les adénomes hypophysaires et le crânio-pharyngium de l'enfant. Donc le crânio-pharyngium qui est redoutable, qui va entraîner une insuffisance hypophysaire, ça va entraîner la cécité et la mort par engagement. Donc pensez dans ces cas à faire l'évaluation endocrinienne parce que systématiquement il y a une atteinte hypophysaire globale en englobant l'atteinte post-hypophysaire, c'est-à-dire le diabète insipide associé. Sinon, d'autres étiologies acquises, c'est comme le traumatisme crânien, donc un enfant qui subit un accident de la circulation, donc un trauma, ou qui tombe d'un étage, donc il subit un traumatisme crânien. Pensez à rechercher les déficits hypophysaires dans l'hypothyroïdie. Il y a aussi les radiations cérébrales. Et puis, d'autres cas d'origine congénitale à révélation tardive. Alors, nous arrivons à notre vignette clinique. Donc, Lina est âgée de 5 ans et 6 mois, c'est un cas réel. Aux antécédents familiaux de thyroïdite chez la mère, sans antécédents personnels particuliers, issus d'un mariage non consanguin, donc c'est la cadette d'une fratrie de 2, qui, suite à la découverte fortuite par la maman d'une masse visible en basilinguale, regardez donc la flèche, ronde de couleur rosée, non ulcérée à limite nette et sans autres signes associés, consulte initialement en ORL. C'est normal, c'est la région. Donc ORL, on l'a orienté vers la consultation. Alors selon vous, quels sont les diagnostics à évoquer devant une masse basilinguale chez l'enfant? L'amygdale linguale, le kyste du tractus thyréoglosse, les tumeurs des glandes salivaires, la thyroïde ectopique basilinguale, les tumeurs de la langue, toutes les réponses sont justes. Les réponses sont justes? Non? On va aller pour ne pas retarder. C'est pour fixer les idées, toutes les réponses sont justes. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de chercher? Les mangiomes, le kyste du tractus thyréoglosse, après tout ça. Le lymphangiome, on doit l'évoquer. Le kyste bronchogénique, le kyste dermoïde de la langue, le fibrome, le lipome, les tumeurs des glandes salivaires, l'amygdale linguale et la thyroïde ectopique basilinguale. Donc, c'est ce qu'il faut devant une masse de la base. Alors, quelle est l'exploration radiologique initiale à réaliser dans ce cas? Allez-vous faire une radiographie du thorax, une échographie cervicale des parties molles, une TDM cérébrale, cervicale, une IRM cervicale? Échographie cervicale? TDM? Allez. Échographie, bravo, échographie, on ne doit jamais être... C'est l'examen initial. Examen initial, dès la première consultation. On ne doit jamais être agressif, sauf dans des cas flagrants. Parce qu'une TDM, c'est une radiation, rappelez-vous, vous avez affaire à un petit enfant. À 5 ans, les radiations, donc elle est importante. C'est un examen qui est coûteux, c'est un examen qui est agressif quand même. Et donc, surtout chez l'enfant, on fait attention à ne pas poser des indications d'irradiation. Effectivement, cette petite a bénéficié d'une échographie cervicale des parties molles, l'exploration échographique a objectivé une néoformation, et puis la loge cervicale de 15 mm et beaucoup thyroïde ectopique, donc le radiologue a été très performant, donc c'est un bon opérateur. En regard du loge thyroïdien, donc l'échographie cervicale n'a pas montré de thyroïde en place. Donc, à ce moment-là, suite à la suspicion de l'ectopie thyroïdienne, la patiente est orientée en endocrinologie pour un examen spécialisé. Effectivement, l'examen clinique retrouvait un enfant consciente, coopérante, en bon état général, se plaignant de fatigabilité, au dire de la maman, et pourtant il n'y a pas eu de consultation. La taille, pour gagner du temps, je n'ai pas voulu prendre le temps je suis passée directement à la mesure, j'ai précisé directement les rapports parce que vous savez que finalement tout enfant doit être suivi sur le poids et la taille, n'est-ce pas? Et puis toujours calculer la taille cible et apprécier la taille pour voir, parce que c'est le reflet de la bonne santé, on le verra demain, la bonne santé de l'enfant. Donc la taille est à 1,05 m, ça nous fait moins 3 déviations par rapport à la taille moyenne et moins 3,5 par rapport à la taille cible. Et le poids, il est inférieur. L'examen endocrinien révèle effectivement qu'il y a des signes d'hypothyroïdie flagrants qui n'ont pas été pris en considération. Heureusement que la maman a constaté la masse, parce qu'il y a eu quand même un retentissement qui est très important, et même un impact sur le plan neurologique, mais il y a un développement psychomoteur normal. Qu'est-ce que ça veut dire, un bon développement psychomoteur normal?
On est là. La trisomie, oui, donc des anomalies. Bon, mais la trisomie, c'est un examen clinique, donc qui est en général. Il n'y a pas de retard. Oui. Je vais aller vite. En fait, ça veut dire que ça s'est passé après l'âge de 2 ans. Ça s'est installé après l'âge de 2 ans. Parce que sinon, il y aurait eu un retentissement. Je termine. Alors, l'embryologie de la thyroïde, rapidement, elle apparaît donc à la 3e semaine de vie intra-utérine, donc entre le premier et deuxième arc. C'est une ébauche donc épithéliale, donc qui va aller donc descendre progressivement à partir de la 3e semaine vers sa localisation, c'est-à-dire avant la trachée, vers la 7e semaine. Dans l'ectopie, parce qu'il y a une anomalie moléculaire, vous allez avoir, donc à ce moment-là, vous êtes en train de me stresser. Et il est en train de saboter le symposium. Tout défaut de cette migration, donc peut-être à l'origine d'une ectopie thyroïdienne. Juste pour dire que c'est vrai que c'est une pathologie qui est rare, mais c'est la cause la plus fréquente des hypothyroïdies de l'enfant. Vous voyez, donc 60, c'est pour ça que j'ai voulu vous le montrer. Donc responsable de 75% des cas d'hypothyroïdie. La sévérité de l'hypothyroïdie dépend du caractère fonctionnel de ce résidu, donc de ce reliquat thyroïdien. C'est pour cela que souvent le diagnostic se fait après la naissance, parfois bien après la naissance, vers l'âge de 10 ans et plus. L'âge en fait de pic, 12 et 50 ans, et la prédominance féminine. Le mécanisme physiopathologique est inconnu, mais c'est surtout donc les marqueurs, comme je le disais, de transcription qui interviennent, quoique certaines hypothèses parlent d'effets d'anticorps antithyroïdes maternels qui interféraient avec la migration de la thyroïde. Là, juste pour vous dire, donc le trajet, donc si on ne trouve pas au niveau de la base de la langue, il faut chercher ailleurs, et c'est à ce moment-là où il faut compléter l'exploration par la TDM et d'autres examens. Alors l'anamnèse va se charger de retrouver des signes de dysfonctionnement thyroïdien familiaux parce qu'il y a des causes génétiques, rechercher un poids de naissance élevé qui pourrait orienter vers l'hypothyroïdie, et puis cliniquement, chercher les signes de compression tels qu'une dysphagie, une dysphonie, une dyspnée, qui va donc être à l'origine donc à cette tumeur qui comprime, ou bien l'hémorragie buccale, la sensation de plénitude dans la gorge ou la douleur. En fait, donc, à côté de ça, les examens, donc les signes propres à la tumeur, à cette néoformation, vous allez avoir les signes d'hypothyroïdie, quoique parfois on a une thyroïdie parce que l'ectopie fonctionne correctement jusqu'à un certain degré. Donc, chez tout enfant qui présente un retard statural, qui a des signes d'hypothyroïdie, vous devez systématiquement donc faire un bilan thyroïdien dans ce sens. Il faut compléter par un examen donc physique, donc un examen ORL, une inspection pour caractériser. Et ça m'amène à vous poser la dernière question. Faut-il faire une IGF-1, TSH, FT4, dosage de la thyroglobuline ou les anticorps? Je réponds à votre place, les anticorps non, parce qu'on est dans l'ectopie. Par contre, il faut doser l'IGF-1, pourquoi? Parce qu'il y a un retard statural sévère. L'IGF-1, c'est un marqueur ponctuel de l'action de l'hormone de croissance, donc il faut le faire. Et doser systématiquement la FT4, TSH et la thyroglobuline. Pourquoi? Parce que la thyroglobuline, elle marque donc l'existence d'un tissu thyroïdien fonctionnel. Alors, la vignette clinique montre qu'en fait, elle faisait une hypothyroïdie donc profonde, avec un taux de TG normal, ça sous-entend que le tissu existe, et l'IGF-1 était abaissé, c'était donc un déficit somatotrope probablement fonctionnel. Mais pour pouvoir répondre, il faut réévaluer cet IGF-1 en thyroïdie, on en parlera demain. Alors l'exploration radiologique qui doit suivre, c'est la scintigraphie donc thyroïdienne. Pourquoi? Parce que c'est un examen qui est morphofonctionnel, il va vous montrer donc l'existence donc ectopique de la thyroïde, alors qu'en principe, là, au niveau du 2, la situation physiologique de la thyroïde. Alors, il y a d'autres examens donc, à effectuer, comme la tomodensitométrie et l'IRM, mais ils ne seront indiqués qu'en second temps. Alors, l'échographie, c'est l'examen de première intention, comme je l'ai dit. On effectuera l'IRM, sauf quand on redoute donc, une néoplasie et on pense donc à opérer le patient. Dans notre cas, on a préféré faire une IRM qui a prouvé l'existence donc, de l'ectopie.
Et sur le plan de la scintigraphie thyroïdienne, elle va vous permettre d'éliminer les autres diagnostics différentiels, parce que comme vous le savez, c'est surtout la scintigraphie qui va fixer le tissu thyroïdien. On a soit donc l'iode 131, soit l'iode 123 ou le technétium. Le moins irradiant, c'est l'iode 123. On ne l'a pas en Algérie. À défaut, donc on utilise la scintigraphie du corps entier au technétium. La place de la biopsie, la cytoponction seulement lorsqu'il y a une suspicion de dégénérescence maligne. Alors sur le plan thérapeutique, que faut-il faire? Donc surveiller, traiter médicalement ou opérer. En fait, il faut traiter médicalement et surveiller l'ectopie thyroïdienne. Un bénéfice certain, puisque ça permet donc de normaliser grâce à la lévothyroxine à la dose de 2 microgrammes kilo. Pas d'indication opératoire urgente, sauf s'il y a des signes de néoplasie. Surveillance clinique, biologique et radiologique à 3 mois. Effectivement, cette petite donc, a été mise sous traitement, disparition des signes d'hypothyroïdie, reprise de la vitesse de croissance et surtout donc réduction, disparition de la masse linguale sous l'hypothyroxine. Ça a été confirmé à l'échographie puisque ça fait diminuer la masse. Alors, un mot sur la prise en charge. Le traitement chirurgical n'est pas consensuel. C'est quand il y a des signes de compression, une douleur et des signes de néoplasie. Alors, le traitement véritable, c'est le traitement médical par la lévothyroxine. Donc, les recommandations sont claires. Il faut donner un traitement substitutif à vie, même si donc, il y a une hypothyroïdie infraclinique. Il est recommandé de donner la molécule mère, Peros. Selon l'âge de l'enfant, il existe donc des recommandations par rapport à la dose de lévothyrox. Là, c'est clair, donc c'est les guidelines qui nous aident donc à prendre en charge donc les patients, toutes les indications donc par rapport à ça. Et puis, donc, le traitement chirurgical ne sera envisagé que dans ces situations particulières. La surveillance, il faut qu'elle soit clinique, donc biologique et radiologique. Est-ce qu'il y a une transformation maligne? Non, cela n'a pas été rapporté. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter à opérer les patients. Et je termine sur l'entité particulière de l'hypothyroïdie infraclinique chez les enfants. Une entité rare, prévalence 1,7 et 2,9%. Il faut savoir que l'hypothyroïdie infraclinique, ça veut dire une TSH entre la valeur normale haute, c'est-à-dire 4 et 10, avec une FT4 tout à fait normale. C'est ça l'hypothyroïdie infraclinique. Alors, l'évolution, elle est variable. Soit elle reste stable comme ça, soit elle évolue vers l'hypothyroïdie définitive, soit il y a une résolution spontanée. Alors, la fréquence donc, associée donc, pour ces différentes entités, les étiologies sont dominées par la cause auto-immune, mais sinon, donc, c'est les carences et excès d'iode, c'est la prise médicamenteuse, et je vous invite donc à lire les médicaments qui peuvent interférer avec les hormones thyroïdiennes, mais on peut aussi avoir donc, une cause idiopathique. Je terminerai sur cet algorithme, je pense que c'est très important, c'est que lorsque la TSH est supérieure à 4,5 et qu'elle n'est pas arrivée à 10, parce qu'à partir de 10, il faut traiter. Comment faire? Est-ce qu'il faut traiter ou pas? Un bon examen clinique complété par une FT4-TSH et les anticorps et donc l'échographie, chercher une prise médicamenteuse, rechercher donc l'existence d'un goitre, rechercher les signes d'hypothyroïdie et en fonction donc des situations agir. Si les anticorps sont positifs, il faut donner le traitement. Si les anticorps sont négatifs, pour résumer, si les anticorps sont négatifs et qu'il n'y a aucun signe d'hypothyroïdie, vous pouvez donc surveiller. Dans tous les cas, on doit refaire le bilan au départ au bout de 4 semaines pour s'assurer que cette TSH ne s'est pas élevée donc, temporairement. Si il y a des signes d'hypothyroïdie, s'il y a un retard statural, s'il y a des troubles cognitifs, vous devez absolument mettre en route le traitement. Sinon, à partir de 10, vous devez indiquer le traitement. Donc, pathologie donc, qui n'est pas aussi rare que ça, elle peut être asymptomatique. C'est la conclusion, madame. D'accord, c'est juste pour vous dire, pour résumer et vous remercier de m'avoir écouté, d'avoir été patient avec moi. Merci.